Quand on pense aux origines de la pensée économique, aux origines de l'économie en tant que science, le nom qui normalement vient à l'esprit, c'est celui de François Quesnay. Alors pourquoi François Quesnay? Parce que d'abord c'est le premier à parler de science économique, à transformer l'expression économie politique en science économique, estimant d'ailleurs à juste titre que le mot politique est ambigu et que si on le préserve, si on le conserve, si on organise la réflexion autour de économie politique, on va donner l'impression que ce n'est pas une science, mais un discours partisan, que suivant les idées politiques, la vision qu'on a de la société, on va avoir une vision plus ou moins favorable à tel ou tel groupe de la répartition des richesses et de la création de richesses. Donc Quesnay dit qu'il faut parler de science économique. Alors qui est ce Quesnay? Quesnay est François Quesnay, il est né à la fin du XVIIe siècle, en 1694. Il est référencé comme étant médecin. En fait, au début, il est chirurgien. Et tous les gens qui connaissent le XVIIIe siècle savent que le chirurgien, c'est le barbier. Et donc il a un atout dans la vie, c'est qu'il est un barbier reconnu. Le rôle du barbier, c'est de raser les gens et de faire la saignée, qui est l'activité effectivement médicale associée à la notion de chirurgie. Et il va devenir une vedette de son métier, au point de devenir le barbier du roi Louis XV. Ce qui lui permettra de donner à la science économique ce premier élément clé, qui est d'être partagé, d'être diffusé, d'être organisé autour des gens qui prennent des décisions. Le premier atout et le premier élément qui va constituer une science économique, qui va constituer une école économique, c'est de pouvoir accéder aux puissants, c'est de pouvoir faire en sorte que les idées que l'on avance puissent être mises en pratique. La deuxième caractéristique de Quesnay, c'est que comme il a vu circuler le sang, puisqu'il a fait des saignées, il est persuadé qu'il faut avoir une vision dynamique de l'économie. C'est ce qu'il appelle le zigzag économique. Ce zigzag, c'est la circulation des richesses au sein de l'activité économique, au sein de la société. Alors ces richesses, elles ont une origine qui est chez lui quasi exclusive, c'est l'agriculture. D'ailleurs, un de ses disciples, qui s'appelle Dupont de Nemours, qui est resté célèbre pour avoir créé une petite entreprise de chimie aux États-Unis, dont le fils va assurer la prospérité et dont l'histoire va faire la renommée. Donc ce Dupont de Nemours dit, finalement, nous sommes économistes, nous sommes des porteurs de la science économique, mais nous sommes aussi les porteurs du pouvoir de la nature. Et le pouvoir de la nature, en grec, ça se dit la physiocratie. Donc Quesnay est le chef de cette école des physiocrates, qui atteint le roi, et le message qu'elle délivre auprès du roi, c'est l'agriculture est la source de toute richesse. D'ailleurs, les physiocrates vont classer la société en trois classes. La classe agricole, la classe des gens qui produisent, donc les paysans. Une deuxième classe qui sont ce qu'on pourrait appeler les propriétaires terriens, les gens qui détiennent la terre, et puis une troisième classe, un troisième bloc qu'il appelle la classe stérile, qui sont les gens qui vivent de l'agriculture, mais qui évidemment transforment les biens issus de l'agriculture, transforment la laine en manteau, ils transforment le lin en textile, ils transforment le lait en beurre, mais l'origine de leur travail, l'origine de leur contribution à la création de richesses, ce sont les produits issus de la terre. Et donc, deuxième grande idée, donc première idée, il faut accéder aux puissants. Deuxième grande idée, sur le fond, il faut défendre l'agriculture. Troisième idée, la conséquence de tout ça, c'est que puisque l'origine de la richesse, c'est l'agriculture, il faut simplifier considérablement la fiscalité et avoir comme fiscalité simplement une fiscalité sur les terres, une fiscalité sur ce qui est à l'origine de la richesse, c'est-à-dire sur la terre, une fiscalité foncière, une fiscalité sur ce qu'ils appellent le produit net, c'est-à-dire le résultat de l'activité de l'agriculture. Alors qu'est devenu Quesnay? Il n'a pas très bien fini, en fait, il a fini dans un appartement un peu isolé à Versailles, à essayer de résoudre le problème de la quadrature du cercle. En soi, ce n'est pas très grave d'essayer de le résoudre. Le plus grave, c'est qu'il l'a réussi, alors que l'on sait que ce problème est sans solution. Et donc, il a mal fini aussi, parce que très vite, ses idées ont paru un peu datées, c'est-à-dire cette défense de l'agriculture au moment où naît l'industrie, au moment où la révolution industrielle amorce sa montée en puissance, notamment au Royaume-Uni. On considère qu'il était un peu en retard et un peu à l'écart de ce qu'était le monde dans lequel il vivait. Mais en fait, il y a quand même pour moi deux éléments très positifs dans l'héritage de Quesnay et des physiocrates. Le premier élément, c'est d'avoir identifié que
par-delà la terre, ce qui est à l'origine de la richesse et ce qui fait que la société peut s'enrichir, c'est l'énergie. Finalement, ce qu'ils identifient dans la terre et dans l'agriculture comme la source de la richesse, c'est le fait que le soleil permet effectivement à la nature d'accroître les volumes. On met un épi, on met un grain de blé dans la terre, on sème, et grâce au soleil, eh bien, on obtient un épi. Et ça va les conduire à considérer que, puisque l'agriculture c'est du soleil, mais le soleil qu'on espère, le soleil qu'on attend, il faut utiliser le soleil d'hier, et le soleil d'hier c'est le charbon, et donc ils vont annoncer et prédire qu'il faut davantage utiliser le charbon. Et puis, ils vont réclamer aux savants l'utilisation du soleil d'aujourd'hui. Enjeu qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire on utilise le charbon et le pétrole, on fait de l'agriculture, mais on n'est toujours pas capable de transformer de façon immédiate le soleil en électricité et en énergie. Et la deuxième grande idée de Quesnay, c'est que par-delà les puissants, il faut aussi éduquer le peuple, il faut lui faire comprendre les enjeux économiques. Alors il va s'appuyer pour cela sur un journal, Les Éphémérides du Citoyen, qui est fondé par un de ses disciples, l'abbé Baudot. Il y a beaucoup d'abbés à l'époque, et donc l'abbé Baudot va lancer Les Éphémérides du Citoyen. Ça va marcher plus ou moins bien, mais ça va inspirer aux Anglais l'idée de créer un journal. Et en 1842, quand paraît pour le premier numéro de The Economist, il s'inscrit dans la logique, dans l'héritage des Éphémérides du Citoyen. Le premier numéro de The Economist évoque le grand ancêtre qui sont les Éphémérides du Citoyen. Et on lit encore The Economist, même si on a oublié l'existence des Éphémérides du Citoyen.